Comment peut-on définir un certain nombre de principes méthodologiques pour tendre vers la neutralité axiologique, pour respecter pour autant que faire se peut ce principe? Dans un premier temps, nous avons défini le concept de la neutralité axiologique. Dans un deuxième temps, nous avons tenté d'exposer de manière symétrique les arguments qui peuvent défendre et critiquer la neutralité axiologique. Et ici, dans un troisième temps, on va parler de ces principes méthodologiques qui peuvent nous permettre de tendre vers la neutralité. Le premier principe consiste à accepter une conception souple de la neutralité, c'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais être neutre à 100%. Non seulement on ne peut jamais être neutre à 100% sur le plan des valeurs dans le domaine scientifique, mais en plus on ne le devrait pas. C'est-à-dire qu'il va falloir se définir un certain nombre de comportements hors frontières de la neutralité axiologique qu'on condamne sans jouer à la neutralité axiologique. Donc, non seulement on ne peut pas atteindre le centre, mais en plus, on se définit un contour. Si vous voulez, ces deux idées qui consistent à dire qu'on peut être neutre à 100% et que la neutralité axiologique n'a pas de limite, nuisent à la défense de ce principe. Alors, le deuxième principe qui, mesdames et messieurs, est peut-être le principe le plus important, le plus difficile à respecter, c'est le fait de distinguer clairement, pour autant que faire se peut, le registre analytique du registre politique, le registre rationnel scientifique du registre normatif, éthique, moral, politique. Je vais donner un exemple pour bien illustrer ce point. Imaginons que vous avez des engagements politiques dans votre vie privée orientés à gauche, voire à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Et à la suite de la récolte des données et de leur analyse rationnelle, vous vous rendez compte que l'immigration est en corrélation avec le taux de chômage. Plus vous avez une immigration importante, plus vous avez un taux de chômage important. Ou même en rapport avec la question de délinquance. Et vous faites même une analyse multivariée et vous vous rendez compte que l'immigration est la cause du chômage. La neutralité axiologique vous permet de manière schizophrénique de changer de posture, de changer de registre, de passer au registre politique et ainsi défendre même l'idée de l'immigration alors que vous avez un taux de chômage très élevé à cause de l'immigration, pour des questions de droits de l'homme, pour des questions propre à votre idéologie. La neutralité axiologique, mesdames, messieurs, vous permet de défendre véritablement vos valeurs et non pas uniquement chercher des justifications entre parenthèses rationnelles. De même, si vous avez des engagements à droite de l'échiquier politique, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique, et que vous êtes contre des politiques migratoires souples pour des questions identitaires, et que dans le registre analytique et scientifique, vous vous rendez compte, tiens donc, l'immigration est potentiellement un phénomène qui favorise la croissance économique. Ou encore, à la suite de mon analyse multivariée, je me rends compte que l'immigration n'est pas la cause de la délinquance. Elle n'est qu'en corrélation avec la délinquance. Pourtant, dans le registre politique, vous allez défendre l'idée qu'il faut fermer les frontières, qu'il faudrait défendre l'identité nationale, qu'il faudrait défendre telle ou telle idéologie, et cela, encore une fois, de manière parfaitement schizophrénique. La neutralité axiologique vous permet et vous oblige de jouer à cette schizophrénie. D'un côté, vous êtes dans le registre scientifique et vous fermez les yeux sur vos valeurs et vous produisez une analyse froide. De l'autre côté, de manière schizophrénique, vous passez à défendre vos idées, sans bien même que ces idées, entre guillemets, ne sont pas soutenues par la science. Parce que c'est une question de valeur pour vous. Peu importe votre idéologie, s'il s'agit de défendre l'immigration ou défendre l'identité nationale, vous allez pouvoir défendre vos idées si vous acceptez de respecter le jeu de la neutralité axiologique véritablement. Parce que vous êtes dans un autre registre. La neutralité axiologique, c'est simple. C'est juste d'accepter qu'il existe deux registres différents. Un registre analytique et un registre politique et normatif. Et que vous ne devez pas d'instrumentaliser votre entreprise scientifique pour défendre vos valeurs. La neutralité axiologique, mesdames et messieurs, elle vous libère. Elle permet à vos analyses de ne pas être à la merci de vos idéaux.
Attention, mesdames et messieurs, ici il y a une petite subtilité, c'est que vous ne devez pas non plus confondre la neutralité axiologique, principe scientifique, avec la neutralité comme principe politique. Dans les démocraties multiculturelles, nous prétendons qu'il existe un principe de neutralité qui ne différencie pas l'administration des usagers en fonction de leur race, de leur couleur de peau, en fonction de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur culture d'origine. Comprenez bien que cette neutralité est un principe politique. Elle doit être distinguée de la neutralité comme principe scientifique. Et quand je vois un certain nombre de sociologues de renom qui confondent ce principe de neutralité axiologique comme principe scientifique avec la neutralité comme principe politique, pour moi c'est un indicateur que le respect de la neutralité axiologique n'est qu'un enfumage. Le troisième principe, mesdames, messieurs, qui vous permet de tendre vers la neutralité axiologique, c'est le fait de connaître d'abord ses valeurs, mais en plus de les assumer. Comprenez bien que tous ces principes dont je vous parle sont en réalité articulés, ils se tiennent. Ici, notamment, si je vous demande de bien connaître ces valeurs et de les assumer, c'est pour pouvoir distinguer le registre politique du registre scientifique. C'est que de manière décomplexée, vous parvenez à défendre vos valeurs, sans même qu'elles dépendent de vos analyses. Je vais expliquer ce point en 3 sous-points. Premièrement, connaître ses valeurs en tant que chercheur et savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important pour soi, pour la personne du chercheur. Vous devez savoir quand vous êtes tout seul devant l'urne et qu'il n'y a aucune pression sociale qui exerce face à vous. Est-ce que c'est important pour vous de vivre dans un pays avec un degré d'homogénéité culturelle ou bien non, au contraire, vous ne souhaitez pas vivre dans un pays où il existe une homogénéité culturelle. Comprenez bien qu'ici, vous discutez de vos valeurs en fonction de ce qui est important pour vous. Dans un deuxième temps, vous devez définir vos valeurs en rapport avec ce que vous considérez comme acceptable ou pas acceptable pour les autres. C'est-à-dire que vous voulez même condamner un certain nombre de comportements chez les autres. Par exemple, les comportements racistes, vous voulez les condamner y compris chez les autres et que vous ne considérez pas que c'est juste important pour vous. Vous considérez que ça devrait être accepté par tout le monde. Mesdames, messieurs, c'est un peu subtil, mais c'est 2 registres valoriels, axiologiques différents. Pourquoi je fais cette différenciation? Pour la raison suivante. En effet, dans le premier registre valoriel, c'est-à-dire là où vous discutez des valeurs qui sont importantes pour vous, vous devez exercer la neutralité axiologique pour autant que faire se peut, tandis que dans le deuxième registre valoriel, vous connaissez un certain nombre de vos valeurs que vous voulez même imposer aux autres. C'est dans ce registre valoriel que vous pouvez chercher un certain nombre de limites à votre neutralité axiologique. Si vous voulez, le premier registre vous permet de défendre la neutralité axiologique et le deuxième registre vous permet de vous arrêter, d'avoir une attitude critique face à la neutralité axiologique en considérant que non, il y a des limites. Et dans un troisième temps, je vous demande de faire un effort d'introspection sociologique, de connaître les valeurs qui vous ont été transmises par votre environnement familial, culturel, professionnel. En résumé, ces 3 efforts intellectuels vous permettent de connaître vos valeurs et savoir les assumer. Le 4e principe du respect de la neutralité axiologique, mesdames, messieurs, c'est ce que j'appelle l'honnêteté intellectuelle. Quand on me demande comment définir la neutralité axiologique de manière la plus simple, je dis qu'il s'agit tout simplement de l'honnêteté intellectuelle. Ici, j'emploie le terme l'honnêteté intellectuelle et je vais donner un exemple de l'honnêteté intellectuelle auprès de Max Weber. En effet, Max Weber, il est un homme de droite et à quelques égards considéré comme xénophobe de nos jours. En d'autres mots, sur le plan politique, il est véritablement l'exemple type de l'anti-marxiste. Pourtant, dans ses analyses, dans le registre scientifique, il parvient à s'accorder sur un certain nombre de points, sur un certain nombre d'analyses avec Karl Marx. Donc, la neutralité axiologique vous permet de reconnaître un certain nombre d'analyses de votre adversaire intellectuel comme pertinentes.
Vous devez également vous obliger à enseigner avec la même énergie, avec la même symétrie, avec le même temps d'argument, les arguments de votre adversaire intellectuel. Si vous êtes marxiste, si vous êtes anti-marxiste, si vous êtes un homme de gauche ou si vous êtes un homme de droite, si vous êtes pragmatique, si vous êtes positiviste, si vous êtes que sais-je encore. Ça va même encore plus loin de l'idée voltairienne que je vais me battre pour que vous puissiez défendre vos idées. Je vais même exposer vos idées et défendre vos idées comme si vous étiez dans l'amphithéâtre à votre place. Même si je ne partage pas les arguments du darwinisme, je me dois d'expliciter et exposer cette théorie. Et puisque je connais mes valeurs et j'assume mes valeurs, je devrais accompagner mon exposé des arguments darwinistes avec la condamnation du racisme. Mesdames, messieurs, c'est schizophrénique, mais je reconnais, c'est ainsi. D'où le 5e principe méthodologique du respect de la neutralité axiologique, à savoir développer, travailler sa schizophrénie. Cette capacité à exercer la neutralité axiologique n'est pas une donnée naturelle, il faut la travailler. Il faudrait lire, il faudrait comprendre et pour autant que faire se peut, il faudrait fréquenter ses adversaires. Et la moindre des choses, c'est de les écouter jusqu'au bout de leurs arguments. Si vous voulez développer votre capacité de neutralité axiologique, il faudrait mettre la même énergie pour lire, comprendre, écouter vos adversaires. Consacrer le même temps de lecture aux arguments des uns et des autres. Intervenir dans les médias de gauche et de droite, ne pas refuser de discuter avec tel ou tel personnage politique. Je reconnais, c'est même violent. C'est pour cela que j'emploie la métaphore de schizophrénie. Le 6e principe méthodologique consiste à se laver le cerveau quotidiennement des valeurs qu'on a consommées hier soir devant Netflix ou devant CNews, peu importe le média, peu importe l'environnement dans lequel on a été, peu importe la personne à qui on a été boire un verre. Enfin, il faut faire ce travail quotidiennement et ne pas considérer que ça y est, je suis neutre et ainsi... Non, c'est un travail quotidien. Il faut se laver quotidiennement les mains des prénotions, comme les chirurgiens. Le 7e principe, je vous invite de prendre conscience d'un certain nombre de charges normatives, des notions dans les sciences sociales. Et je ne parle même pas des prénotions, je parle des notions. Et je parle bien de ces notions qui sont travaillées par les sociologues de renom. Par exemple, l'emploi du terme dominant et dominé ne devrait pas inculquer dans votre esprit que le dominant, il est méchant et le dominé, il est gentil. Le dominant, il est le mal et le dominé est le bien. Là où ça devient problématique, c'est quand on emploie un certain nombre de suffixes pour inventer des néologismes soi-disant descriptifs. Notamment les suffixes phobie, philie sont hautement employés, exploités dans les sciences sociales. Ces suffixes avec des connotations psychiatriquement chargées sont loin d'être neutres. Ils ont pour fonction d'induire l'idée que, par exemple, les technophiles ont raison et les technophobes ont tort. Et comprenez que ce type de concepts sont exploités dans la littérature sociologique consciemment ou inconsciemment, à tort ou à raison. Donc on peut parler de l'islamophobie, l'islamophilie, israélophobie, putinophilie, enfin on n'en finira jamais. Ou d'autres notions qui sont exploitées, mais plutôt dans le champ politique, et qui désignent un certain nombre de catégories d'acteurs. Par exemple, islamo-gauchiste, ou encore récemment le wokisme, ou encore l'extrême gauche, l'extrême droite, ou que sais-je encore, réformateur, conservateur. Tous ces concepts sont politiquement chargés. Le sociologue, voulant respecter la neutralité axiologique, tente pour autant que faire se peut, ne pas employer ces termes-là. Je dis bien pour autant que faire se peut, parce que parfois sur le terrain on voit que c'est pas possible, ce sont même les acteurs eux-mêmes qui revendiquent ces termes-là. Quand bien même qu'il voulait convoquer, les employer, il va essayer de les employer avec une neutralité axiologique dans son esprit. C'est pas parce qu'un certain nombre d'individus sont étiquetés par des acteurs comme islamo-gauchistes qu'ils ont tort ou raison, ou un certain nombre d'individus sont étiquetés par leur adversaire de wokistes, c'est pas pour cela qu'ils ont tort ou raison.
bien que c'est ainsi dans l'esprit des acteurs, mais ce n'est pas dans l'esprit du sociologue. Le sociologue qui prétend à la neutralité axiologique devrait exercer un traitement symétrique face au concept. Il devrait être conscient de la charge politique qui se cache derrière ces concepts. Ou encore l'exemple typique avec le fameux concept de panique morale en sociologie. C'est un concept hautement ancré dans la littérature sociologique, mais nous devons prendre conscience qu'il n'est pas axiologiquement neutre. Ceux qui font une panique morale face à tel ou tel phénomène n'ont pas forcément tort ou n'ont pas forcément raison. En tout cas, la question ne se pose pas pour le sociologue. Le sociologue, quand il y a une dispute, il se met à l'écart, il ne se met pas devant la scène pour dire qui a raison, qui a tort. Il se met à l'écart pour décrire les arguments des uns et des autres, pour comprendre leur rationalité. Le sociologue, quand il y a un accident, il ne se précipite pas au milieu de la foule pour aller voir les cadavres et pleurer les cadavres avec la foule. Non, le sociologue, il se met à l'écart pour regarder la foule. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège normatif des concepts, même si on les emploie. Et avec une neutralité axiologique, mesdames, messieurs, c'est ce qu'on devrait faire quand on rédige l'article, quand on rédige le travail. Il faut informer le récepteur, il faut informer le lecteur en disant « oui, j'emploie ces termes », connaissant qu'il existe des connotations négatives, mais ce sont un certain nombre de termes employés par les acteurs, etc., etc. C'est pas parce qu'un certain nombre d'acteurs se qualifient de progressistes qu'ils ont raison, ou d'autres qu'on qualifie de conservateurs, ils ont tort. En tout cas, ça revient même pas à moi de juger qui a tort, qui a raison. Mesdames et messieurs, mon exemple du cadavre et de l'accident est bien évidemment provocateur, mais c'est juste pour marquer l'esprit de la neutralité axiologique, avec quelquefois des dérives. Le 7e principe pour respecter la neutralité axiologique, mesdames, messieurs, exige à ce qu'on soit clair dans notre discours. C'est-à-dire que quand on doit, ou même à la rigueur, quand on veut émettre un discours qui n'est pas axiologiquement neutre, un discours normatif et politique, on doit avertir les récepteurs, la salle ou le lecteur, peu importe. Il faut bien préciser ça et ne pas faire passer toute une série de jugements de valeur, toute une série de considérations normatives et politiques dans les analyses. Vous avez même ça chez un certain nombre de sociologues de renom, à savoir Pierre Bourdieu, enfin. Vous avez tout un travail scientifique de qualité, effectivement, qui est réalisé, mais que quand vous observez en détail, vous voyez à l'intérieur de ce travail d'analyse, tout d'un coup, il y a des considérations hautement politiques et que le lecteur n'est même pas convenu à cet acte. Il n'est même pas averti. D'où la nécessité de bien distinguer le registre descriptif qui observe du registre analytique qui explique et qui tente de comprendre le raisonnement des acteurs, du registre prescriptif d'intervention, du registre normatif, du registre du projet, qu'il faut bien évidemment baser sur des valeurs entre autres. Si ces registres sont bien distingués, à ce moment-là, on respecte la neutralité axiologique. Si le lecteur il est averti que je parle dans le registre normatif et que je ne mélange pas mes analyses avec mes considérations politiques, dans ce cas-là, on respecte la neutralité axiologique. À la rigueur, si on doit transmettre une valeur, il faut avertir les récepteurs, leur dire qu'il s'agit bien des considérations normatives et il ne s'agit pas de l'analyse scientifique. Moi, j'appelle ça de l'arnaque intellectuelle. Par ailleurs, c'est même une stratégie très connue. Pour tromper le client, il va falloir gagner sa confiance, lui montrer un certain nombre d'indices de crédibilité, mettre les beaux fruits sur la surface et mélanger les fruits pourris, les fruits avec des jugements de valeur à l'intérieur de ce qu'on appelle le travail scientifique. Le 9e principe méthodologique pour tendre vers la neutralité axiologique consiste à ne pas avoir peur. Avoir peur d'être étiqueté islamo-gauchiste ou islamophobe ou israélophobe ou que sais-je encore, extrême droite ou extrême gauche. Se battre vers ce que j'appelle son propre politiquement correct.
Cela consiste également à ne pas avoir peur d'être renvoyé de l'université. En quelque sorte, il faut savoir faire le deuil de sa carrière ou même ses projets de vie personnelle. D'être parfois considéré comme vendu par sa communauté. D'être intellectuellement torturé perpétuellement au point de faire une dépression névreuse à l'image de Max Weber. Voire même d'être désigné d'hypocrite par les autres, parce que ce que les autres appellent hypocrisie, pour vous, c'est une capacité à exercer une schizophrénie nécessaire. Donc vous serez désigné comme hypocrite, connard, sadique, tout ce que vous voulez, mais il faut savoir faire face à tout ça. Alors, quand vous connaissez vos valeurs, mesdames et messieurs, il n'y a pas de problème. Ce principe de neutralité axiologique pénètre dans votre habitus au point que même autour d'un verre, dans une petite conversation banale, vous êtes en train de ramener la contradiction. Vous faites de l'avocat diable. Donc, quelquefois, il faut savoir faire le deuil de son identité, de ses amis, de sa communauté. Donc, c'est véritablement un style de vie qu'il faut savoir assumer. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Parce que l'être humain, il a besoin d'appartenir à des communautés. Et c'est ça, finalement, l'esprit scientifique. On devient une machine froide, qui est peu sensible aux considérations morales. Au point que, à la suite des attentats, on le fait venir sur le plateau de télé. Il commence à produire une analyse tellement froide qu'agaçante, au point qu'il paraît xénophobe, raciste, islamo-gauchiste. Mais si votre idéal est la neutralité axiologique, vous n'avez pas peur. Si vous connaissez vos valeurs et vous les assumez, vous n'avez pas peur. Le 10e et le dernier principe pour tendre vers la neutralité axiologique que je préconise est de connaître son degré et son style de neutralité axiologique. Soit vous respectez tous ces principes dont j'ai parlé à un degré maximal, et tant mieux pour vous, mais il faut savoir faire le deuil de votre vie personnelle. Soit vous vous dites la neutralité axiologique maximale, non, j'en veux pas, et pourtant vous essayez pour autant que faire se peut de respecter la neutralité axiologique. Dans le premier cas, vous respectez pour autant que faire se peut tous les principes cités. Alors la version la plus réaliste que je préconise au moins d'adopter, c'est la version qui consiste à dire oui, j'aimerais bien être neutre axiologiquement pour autant que faire se peut, mais ma marge de manœuvre est plus réduite. J'aimerais bien protéger ma carrière universitaire ou que sais-je encore. Vous avez des considérations intramondaines qui sont parfaitement légitimes, vous savez. Mais au moins, quand vous êtes en train de transmettre des considérations normatives politiques, vous le marquez, vous soulignez le caractère politique de vos propos. Vous ne procédez pas à l'arnaque intellectuelle. Vous exposez également les arguments intellectuels de vos adversaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Je préfère encore cette version qu'une autre version où on sort complètement du cadre de la neutralité axiologique et on se permet de camoufler, de modifier, de faire de la mauvaise foi avec les arguments de ses adversaires intellectuels. Bref, mesdames, messieurs, je vais reciter ces 10 principes très rapidement pour faire un résumé. Premièrement, avoir une conception souple de la neutralité axiologique. Deuxièmement, distinguer le registre analytique du registre politique, normatif et prescriptif. Troisièmement, il faut connaître ses valeurs et savoir les assumer. Quatrièmement, il faut un minimum d'honnêteté intellectuelle et savoir souligner la pertinence de certaines analyses de ses adversaires. Cinquièmement, il faut développer votre schizophrénie en la matière, c'est-à-dire savoir vivre dans des différents mondes, dans des mondes contradictoires, dans des mondes antagonistes. Sixièmement, se laver quotidiennement le cerveau des prénotions. Septièmement, prendre conscience que les mots sont chargés. Les mots ont des connotations normatives, y compris même un certain nombre de concepts en sociologie. Huitièmement, de ne pas procéder au masquage de ces interprétations normatives, de ces prescriptions morales. Neuvièmement, ne pas avoir peur. Et dixièmement, connaître son degré et son style de l'exercice de la neutralité axiologique. Je rappelle que cette vidéo est dans la continuité de 4 vidéos. Premièrement, on a défini la neutralité axiologique. Deuxièmement, on a exposé les arguments qui défendent et qui critiquent la neutralité axiologique.
Troisièmement, notamment cette vidéo, on a essayé d'exposer un certain nombre de principes méthodologiques pour tendre vers la neutralité axiologique. Et une dernière vidéo qui va parler des enjeux autour de la question de la neutralité axiologique, ce qui va sensibiliser notre regard vis-à-vis de ce concept pour le prendre au sérieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.